La finalisation du projet de document de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, c'est pour très bientôt. Les membres de la Commission nationale sont à pied d'œuvre. Boubacar Bablé Touré a fait un tour de leur côté pour constater l'évolution des travaux. Réduire drastiquement le taux des accidents de la route, les efforts sont conjugués dans ce sens par nos autorités de la transition. À l'occasion de la Journée nationale de la sécurité routière, des membres du gouvernement ont pris leur bâton de pèlerin pour sensibiliser, dénoncer et rappeler le comportement responsable de nous tous sur les routes. C'était à l'université Yambo Wologem sur une initiative de l'ANASER. Bamako abrite la réunion des experts du comité ministériel développement. Il s'agit des experts des 3 pays de l'AES. Ensemble, ils vont élaborer des documents qui permettront de poursuivre les réformes afin d'harmoniser les politiques pour garantir une stabilité financière. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'économie et des finances, Alusseini Sanou. Bla a désormais son marché moderne, réalisé à environ 800 millions de francs CFA. L'infrastructure est le fruit du partenariat entre le Mali et l'Allemagne à travers la KFE et la mairie de Bla dans le cadre du projet PACT Phase 4 mis en œuvre par l'ANICT. Les détails de la cérémonie d'inauguration avec Ramata Konaté et Bakary Traoré, c'est dans ce journal. Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver, heureuse également de dire bonsoir à Mahamadou Koné et de le recevoir ici. Bonsoir Nyanya Traoré. Alors vous êtes là pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire ce mercredi dans sa salle de délibération au Palais des Koulouba et c'était sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. On vous écoute Mahamadou Koné. Et au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé au Togo le 10 mars 2025 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement partiel du projet de construction du tronçon nord de la boucle nord, 225 kV autour de Bamako et des postes électriques. Par cet accord, la Banque ouest-africaine de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 30 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet de construction du tronçon nord de la boucle nord 225 kV autour de Bamako et des postes électriques. Les travaux projetés comprennent, entre autres, la construction d'une ligne de 225 kV double terne reliant les localités de Koyalani, Kambila, Safo et Dialakorobougou. La construction de nouveaux postes de transformation à Safo et Kenyé, l'extension et le renforcement des 3 postes existants de Koyalani, Kambila et Dialakorobougou. Le renforcement des postes existants du réseau haute tension et l'électrification de nouveaux quartiers dans la zone concernée. La réalisation de ce projet permettra de mieux répondre à la demande croissante en énergie, d'améliorer la qualité de la distribution et de favoriser le développement économique en soutenant les activités industrielles et commerciales. 2. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la maintenance de niveau 3 des scanners de la Direction générale des douanes. Le marché relatif à la maintenance des scanners de la Direction générale des douanes est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Neoscan International pour un montant de 5 milliards 463 136 142 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 2 ans. L'exécution du marché permettra le fonctionnement optimal des scanners à travers la dotation régulière en pièces détachées et en consommables. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications 1, sur le rapport du ministre de l'Agriculture, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au programme national d'irrigation de proximité phase 2 pour la période 2025-2034 avec un phasage de 5 ans.
Le programme national d'irrigation de proximité a été adopté en 2012 pour faire face aux aléas climatiques qui handicapent la production agricole. Il couvrait la période de mars 2012 à février 2021. Ce programme a fait l'objet d'un audit de performance et d'un audit financier qui ont conclu à la pertinence de ces actions dans la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles de l'agriculture et à la régularité de sa gestion financière. En effet, les actions du programme ont permis d'étendre l'irrigation au-delà des grands axes fluviaux pour toucher les zones marginales où elles ont contribué au renforcement de la résilience et des moyens d'existence durable des communautés locales. Les résultats en termes de réalisation de superficies aménagées et équipées sont de 66 031 hectares sur une prévision de 126 000 hectares, soit un taux de réalisation de 52,4%. L'analyse de ces acquis montre, entre autres, une contribution substantielle à l'atteinte des objectifs chiffrés des programmes gouvernementaux d'aménagement hydro-agricole, la participation effective des populations bénéficiaires à l'investissement avec une forte implication des collectivités territoriales dans le suivi et le contrôle des activités, la disponibilité permanente des produits maraîchers sur les marchés locaux, des zones de production d'irrigation de proximité, concourant ainsi à l'amélioration de la nutrition dans les zones bénéficiaires. L'élaboration et la mise en œuvre d'une seconde phase du programme national d'irrigation de proximité a été recommandée pour consolider les acquis, corriger les insuffisances, intégrer les évolutions institutionnelles et prendre en compte les effets des changements climatiques. L'objectif de cette deuxième phase du programme est de permettre à la population rurale d'exploiter le potentiel de l'irrigation de proximité pour contribuer à l'augmentation des revenus et à la sécurité alimentaire. Le coût global des actions projetées est évalué à 333 306 743 000 francs CFA financés par l'État, les entreprises agricoles, les communautés bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers. 2. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la tenue de la première réunion des ministres chargés de la justice des pays membres de la Confédération des États du Sahel à Bamako, prévue les 29 et 30 mai 2025. Cette réunion ministérielle a pour objectif de mettre en place un cadre d'échange, de concertation et de travail permanent entre les ministres chargés de la justice des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Les échanges au cours de cette première rencontre porteront sur l'harmonisation des textes juridiques et la création d'institutions judiciaires communes, ainsi que l'opérationnalisation des cadres de coopération judiciaire et pénitentiaire. 3. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix. À l'initiative des autorités allemandes et du secrétariat des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a participé à la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix tenue à Berlin, en République fédérale d'Allemagne, les 13 et 14 mai 2025. Cette conférence, qui marquait le 75e anniversaire des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, a été l'occasion pour les États membres de discuter de l'avenir des dites opérations, de proposer des réformes pour en améliorer l'efficacité et de renforcer leur soutien politique. Au cours de la session plénière intitulée « L'avenir du maintien de la paix », le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a partagé l'expérience du Mali en ce qui concerne la présence d'une mission de maintien de la paix onusienne. En marge de la conférence, il a eu plusieurs rencontres bilatérales qui ont porté sur la situation politique et sécuritaire, la dynamique d'intégration sous-régionale dans le cadre de la Confédération AIS et les perspectives de soutien au niveau des instances multilatérales. Dans le but de promouvoir la destination Mali auprès des investisseurs allemands, le ministre chargé des Affaires étrangères a tenu des rencontres avec des groupes d'opérateurs économiques, de chercheurs,
des journalistes et des leaders d'opinion. Il a également rencontré, en compagnie de l'ambassadeur du Burkina Faso en Allemagne, les ressortissants maliens et burkinabés établis à Berlin. 4. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 17e table ronde ministérielle tenue en République unie de Tanzanie. La 17e table ronde ministérielle s'est tenue du 7 au 9 mai 2025 à Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, en marge de la 18e conférence e-learning Africa sur le thème « Inventer l'éducation et le développement du capital humain pour un avenir prospère de l'Afrique ». L'événement a réuni des ministres africains de l'éducation et des technologies de l'information ou leurs représentants aux côtés d'experts et de partenaires techniques internationaux. Les échanges ont porté sur les grands enjeux de la transformation numérique de l'éducation, l'intégration de l'intelligence artificielle et la souveraineté numérique sur le continent. En marge des travaux, le ministre a échangé avec plusieurs partenaires techniques et technologiques désireux d'accompagner les efforts du Mali dans le domaine de l'éducation. 5. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres des conclusions de la mission à Sikasso du 8 au 10 mai 2025. Au cours de cette mission, le ministre a procédé au lancement officiel de la 13e édition de la bourse des semences 2025 et à la remise symbolique de 15 tonnes de maïs aux populations sinistrées des inondations survenues dans la région de Sikasso. Cette 13e édition, placée sous le thème « Institutionnalisation des achats de semences pour une meilleure promotion des sociétés et coopératives semencières », avait pour objectif de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l'utilisation des variétés de semences améliorées et le développement de la contractualisation de la chaîne de valeur des semences. En marge des cérémonies, le ministre et sa délégation ont visité le centre de conditionnement de la mangue et de la pomme de terre, ainsi que le chantier du futur laboratoire des semences de Sikasso. 6. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali aux travaux du 13e congrès de l'Association mondiale des services d'emploi public et à la 8e Assemblée générale élective de l'Association africaine des services d'emploi public. Au terme des travaux du 13e congrès de l'Association mondiale des services d'emploi public et de la 8e Assemblée générale élective de l'Association africaine des services d'emploi public, le Mali a été reconduit pour la 3e fois consécutive à la présidence de l'Association africaine des services d'emploi public, tout en restant membre du comité exécutif et du conseil d'administration de l'Association mondiale des services d'emploi public. Cette reconduction est le fruit du bilan jugé positif du Mali au cours des 2 mandats précédents et en reconnaissance du leadership du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. 7. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné. Je veux d'ailleurs vous inviter à suivre avec moi, avec nos téléspectateurs, de faire un tour à présent du côté des membres de la Commission nationale de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Ils sont toujours à pied d'œuvre pour la finalisation du projet de document. Le projet, je vous le rappelle, met l'accent sur la gestion des conflits à travers les mécanismes endogènes et la culture comme identité de notre pays. Boubacar Bablé-Touré pour d'autres précisions. La démarche se veut inclusive afin de parvenir à un document consensuel où chaque couche de la société se retrouve. Pour cette dernière ligne droite, les membres de la Commission nationale de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation ont reçu les membres du gouvernement pour des séances d'écoute. Parmi les points inscrits dans ce document, la gestion des conflits à travers des mécanismes endogènes. Ce sont des mécanismes, n'est-ce pas, de gouvernance
qui ont été mises en place par les autorités elles-mêmes, n'est-ce pas, par les communautés elles-mêmes, alors pour prendre en charge les questions de conflit dans leur localité. Alors, et puisqu'elles sont basées maintenant sur les valeurs ancestrales qui sont transmises de génération en génération, alors les populations ont aussi pensé effectivement à leur mise en œuvre. Et comment ça se passe? Et on a imaginé ce qu'on appelle effectivement les bonnes pratiques. Et dans ces bonnes pratiques, nous avons les rencontres lors des foires, et lors des marchés où les communautés se retrouvent entre elles, n'est-ce pas, pour parler de leurs différents. Il y a aussi les activités culturelles et artistiques et sportives, alors qui sont effectivement un forum effectivement de partage et d'échange, de communion. Il y a également la participation des communicateurs traditionnels à travers les autorités et légitimités traditionnelles, n'est-ce pas, pour régler effectivement ces conflits. Il y a également, n'est-ce pas, les capacités des populations, n'est-ce pas, en ce qui concerne leurs coutumes, leurs traditions, n'est-ce pas, pour participer aussi à ces règlements de conflits. Le Mali, pays de tradition, la culture s'avère un puissant levier de gestion des conflits. C'est pourquoi elle figure en bonne place dans la charte en cours d'élaboration. Lorsque nous avons commencé à enseigner le domaine spécifique même de la culture qui est l'histoire de l'art, n'est-ce pas, ça portait sur les généralités. Et maintenant, nous avons mis en place un module spécifique qu'on appelle iconographie et symbolisme de la sculpture traditionnelle africaine qui prend en compte effectivement les valeurs fondamentales de nos sociétés et toute la charte en parle également. Nul n'est censé ignorer la loi. Et moi, j'ai dit dans un pays comme le Mali, un pays de culture, une charte qui parle effectivement des valeurs ancestrales, n'est-ce pas, qui se sont transmises de génération en génération, je pense qu'il est bien sain de dire qu'au Mali, nul n'est censé ignorer la culture. Ce document en phase de finalisation se présente comme un repère pour asseoir une paix durable et favoriser la cohésion entre les Maliens. Les autorités de la transition veulent réduire drastiquement le taux des accidents de la route. Les efforts sont conjugués dans ce sens, tenus par exemple à l'occasion de la Journée nationale de la sécurité routière. Des membres du gouvernement ont pris leur bâton de pèlerin pour sensibiliser, dénoncer et rappeler le comportement responsable de nous tous sur les routes. C'était à l'université Yambo Wologem sur une initiative de l'ANASER. Les campus universitaires de Badalabougou, du Point G et des Ségou sont aussi concernés par cette activité, nous dit Djemba Moussa Konati. Selon le recteur de l'université Yambo Wologem, professeur Belko Wologem, de l'inauguration de sa structure en 2017, au 3 mai 2025, 15 étudiants et un enseignant-chercheur ont perdu la vie dans les accidents de la circulation. Ces journées sur la sécurité routière visent donc à sensibiliser les étudiants de l'université Yambo Wologem à adopter un comportement plus sûr sur le chemin de l'école. Les campus de Kabbalah qui nous accueillent a une capacité initiale d'accueil de 30 000 étudiants. Les parcours de l'axe Kalabankoro-Kabbalah relèvent de la croix et la bannière à cause de l'étroitesse de la chaussée et la multiplication des bennes. S'agissant du port du casque, sa promotion a toujours été placée au cœur des campagnes de sensibilisation. Les Nations Unies ont d'ailleurs encouragé cette synergie d'efforts en demandant à tous les acteurs de s'impliquer à fond pour promouvoir la prévention routière en général. Cette activité s'inscrit en droite ligne de la stratégie nationale de sécurité routière du Mali 2021-2030 et son plan d'action 2021-2025. Les journées de sécurité routière dans les campus universitaires mettront l'accent sur les changements de comportement des étudiants dans la circulation routière. Les moyens de transport qu'ils utilisent principalement sont les engins à 2 roues, impliqués dans la survenance de nombreux accidents routiers. Les journées de sécurité routière au niveau des campus universitaires ont pour objet d'inverser cette tendance par un changement positif de comportement des étudiants sur le chemin de l'école. Les agents de la NASER et de la protection civile ont saisi cette occasion pour animer une conférence débat sur le traumatisme crânien et le secourisme en cas d'accident de la circulation.
À la vigilance prudence sur nos routes. Œuvre sociale du président de la transition, les populations de Nyonsonbougou, dans le cercle de Kolokani et celle de Djawanabougou, sont les bénéficiaires des 433e et 434e forages offerts par le chef de l'État. Les deux ouvrages ont été inaugurés par l'équipe chargée des œuvres sociales. Nos envoyés spéciaux sont Awaditma Kamara et Sidiki Balo. L'image du jour à l'école publique base de Nyonsonbougou, c'est bien celle-là. Korotoumou, élève en classe de 9e année, verrouille la pompe avec un cadenas au profit du 433e forage dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Et c'est cette pompe qui permettait à ses élèves de s'approvisionner en eau avec tous les risques que cela pouvait engendrer. Cette initiative présidentielle est perçue comme un rayon de soleil dans le cœur de la population de Nyonsonbougou, à une 60aine de kilomètres de Bamako. Le monde scolaire n'en demandait pas mieux pour acclamer le président de la transition. Merci à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce don précieux, l'eau potable. Grâce à vous, nous n'aurons plus besoin d'aller chercher de l'eau loin, ni de manquer les cours à cause de la soif ou de la fatigue. Grâce à cette infrastructure, nos élèves pourront évoluer dans un environnement plus sain, plus propice. Et lorsque l'enfant apparaît, le cercle de la famille applaudit à grands cris. La population de Djawanabougou a fait sienne cette citation de Victor Hugo en recevant la délégation des œuvres sociales. Nous sommes dans la commune rurale de Kambila. La population contemple fièrement le 434e fourrage qui enlève donc une épine des pieds des bénéficiaires. La joie est immense. On va vraiment bien l'utiliser. Chaque jour qu'on prendra de l'eau dans ça, on va toujours faire des bénédictions pour le président. Par ses actions, le président de la transition contribue à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Nous avons inauguré 2 forages, un dans une école d'à peu près 1600 élèves. Aujourd'hui, nous sommes avec la population civile aussi pour apporter la solidarité du président de la transition, pour leur apporter de l'eau potable. Le président de la transition fera tout son possible pour que tout le monde ait de l'eau potable et dire à ceux qui bénéficient de ces forages de prendre soin de ces forages-là, afin que d'autres Maliens aussi puissent en profiter. Auparavant, les émissaires du président de la transition avaient rendu une visite de courtoisie aux autorités de Nyonsonbougou, comme le veulent la coutume et la bienséance, valeur cardinale du Mali. Bamako abrite la réunion des experts du comité ministériel développement. Il s'agit des experts des 3 pays de l'AES. Ensemble, ils vont élaborer des documents qui permettront de poursuivre les réformes afin d'harmoniser les politiques pour garantir une stabilité financière. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'économie et des finances, Alusseini Sanou. Le reportage de Alusseini Touré. Les experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger vont notamment travailler à la création de la banque d'investissement dénommée Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID-AES. Outil essentiel de promotion et de financement des projets structurants dans les secteurs stratégiques, la BCID-AES aura pour mission de mobiliser des ressources financières à grande échelle en vue de soutenir le développement de nos infrastructures essentielles, énergie, transport, agriculture, etc. Je tiens à souligner que la création de la BCID-AES n'est pas seulement une décision politique, mais aussi une réponse pragmatique et stratégique aux défis économiques de notre confédération, car nous savons que nos États possèdent un potentiel immense de croissance et de développement. La rencontre est une étape charnière de l'opérationnalisation de la feuille de route pour le lancement de la BCID-AES, très attendue par les autorités et les populations de la Confédération. La réussite de l'implantation de la Banque confédérale dépendra de notre capacité à travailler ensemble, à mettre en place des structures de gouvernance efficaces et à garantir la rigueur et la transparence dans l'application et la mise en œuvre des décisions adoptées. Les chefs d'État nous engagent
Les peuples attendent. Nous ne pouvons que nous mobiliser et réussir ce pari important pour l'avenir de notre confédération. Nous poserons les fondations d'une nouvelle ère économique pour notre confédération. Les 2 jours de travaux qui se déroulent sous de bons auspices accoucheront certainement des prémices d'un démarrage réussi des aspects économiques de l'intégration des États membres de l'AES. Cérémonie de sortie de la promotion 2024 des élèves de la Garde nationale du Niger, une promotion qui compte 1224 effectifs, compte rendu Gérard Abdoul Aziz. La Garde nationale du Niger, GNN, dont son haut commandant, le colonel-major Ahmed Sidien, accueillait ce mardi matin le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, voit ses capacités humaines renforcées à travers la présente cérémonie, consacrant la sortie de la promotion 2024, forte de 1224 éléments, dont 51 féminins, auxquels il faut ajouter 10 médecins officiers collatéraux et 60 sous-officiers collatéraux. Des jeunes élèves ont suivi 8 mois durant une formation qui s'est déroulée en 3 phases. La formation commune de base FCB, le complément de la formation commune de base FCB et la phase professionnelle. Cette formation est axée essentiellement sur les domaines suivants: les aspects militaires et professionnels, le règlement discipline générale, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, l'intervention professionnelle. C'est un motif de satisfaction pour le haut commandement de la Garde nationale du Niger, GNN. Lutter efficacement contre l'insécurité, tel est le but visé par les plus hautes autorités en augmentant les effectifs de la GNN en particulier et des FDS de manière générale. La rigueur et la recherche de l'excellence ont été les principaux credos qui ont guidé le choix à la formation de ces hommes et femmes. C'est pourquoi il me plaît de témoigner ici à l'encadrement toute ma satisfaction et mes sincères félicitations pour le dynamisme, le sens élevé du devoir et le professionnalisme dont ils ont fait montre et qui ont permis d'obtenir ce résultat remarquable. La promotion 2024 a procédé à des démonstrations de techniques individuelles et collectives apprises lors de la formation. Et comme de coutume, ceux qui se sont distingués pendant l'instruction ont été primés. Le major de la promotion a reçu son prix des mains du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, et la major des féminins des mains du chef d'état-major particulier du président de la République, le colonel Ibro Amadou. Il faut souligner que parmi cette promotion figurent 135 repentis qui ont été formés à Hamdallahi comme les autres et réinsérés dans le corps de la Garde nationale nigérienne. Très prochainement, ils seront tous déployés à travers le pays pour la sécurisation des populations et de leurs biens. Et cet accueil de grand jour à l'honneur des soldats du 2e regroupement d'intervention rapide en entrant dans la ville de Bobo-Dioulasso. Après de longs moments loin de leur famille, ces défenseurs de la patrie sont accueillis par une population enthousiaste, nous font savoir Hassan Gourabou et Moumouni Barou. Des scènes de joie et d'enthousiasme, des chants, des slogans. Le public bogolais manifeste ici fièrement sa gratitude et son respect envers les FDS et VDP de retour du front. On y a une alerte qui est la mobilisation baquée en Borak en FDS ou le Koumbe. Si vous voyez que nous sommes mobilisés ici, nous sommes venus rencontrer nos FDS. Elles ont laissé leur sommeil pour la protection des populations. Si elles viennent du front, c'est logique que nous nous organisions pour leur dire merci. C'est une manière de les galvaniser. Nous sommes tous unis derrière notre cher capitaine Ibrahim Traoré pour défendre la patrie, sans aucun réserve. Donc pour vous dire, nous sommes engagés et nous n'allons pas reculer pour quoi que ce soit et devant quoi que ce soit. Donc nous sommes très contents, nous sommes sortis massivement les accueillir et leur montrer que nous sommes avec eux jour et nuit, que nous ne cesserons jamais de les soutenir, de les accompagner pour cette bataille noble qu'ils sont en train de faire.
Cette manifestation de soutien et d'encouragement aux hommes du deuxième gire dans la ferveur est perçue comme un symbole de la fierté nationale et de l'unité face aux défis sécuritaires. C'est vraiment un symbole d'unité. Tout le monde est uni derrière et comme un seul homme. Nous attendons vraiment cette victoire-là et nous savons aussi qu'elle est vraiment proche. Et cela prouve effectivement que l'appel de notre cher capitaine Ibrahim Traoré a été entendu. Il a demandé la fois dernière, et il a fait une déclaration que l'engagement patriotique sera encore plus intensifié. Si on envoie effectivement nos FDS sur le terrain, ça y va de soi que nous accompagnons en toute honnêteté, en toute franchise. Donc c'est ce qu'il faut effectivement, la grande mobilisation de ce soir. Les populations soulignent le rôle important et le travail acharné que mènent les soldats pour assurer la sécurité du pays. Direction la Suisse où se poursuit l'Assemblée mondiale de la santé qui se tient donc à Genève. Un monde uni pour la santé, c'est le thème choisi à l'instar de ses homologues. Ministre des pays membres de l'OMS, Madame le ministre de la Santé et du Développement social a tenu la traditionnelle allocution au deuxième jour de la rencontre. Écoutons un extrait de son intervention dans laquelle elle n'a pas manqué de rappeler l'impact des États généraux de la santé au Mali en décembre dernier. C'est avec Awa Adama Koulibaly. Comment atteindre l'état de bien-être physique, mental et social des populations dans un contexte de fragmentation. Les crises sanitaires récentes ont démontré la nécessité d'unir les forces, les expériences et les ressources face aux défis sanitaires. L'Union pour la santé exige la prise en compte des contextes et des attentes tant au niveau des pays que des régions. Elle exige une collaboration intersectorielle entre la santé et les autres secteurs socio-économiques dans la mise en œuvre de la politique de la santé. Dans le cadre du processus de refondation en cours au Mali et dans le souci d'avoir l'union sacrée autour des objectifs de développement sanitaire, le gouvernement vient d'organiser les États généraux de la santé. Ces assises ont permis d'avoir un consensus sur les domaines d'intervention prioritaires devant guider l'action sanitaire dans les 10 prochaines années. Et selon le directeur général de l'OMS, cette rencontre de 9 jours permet aux délégations des États membres de l'OMS de discuter des priorités sanitaires, examiner et potentiellement adopter l'accord sur les pandémies. Dissolution des partis politiques, le ministre de l'Entrepreneuriat national anime une conférence d'information où Moussa Sek déclarait la lanterne des participants sur les motivations réelles de ces décrets présidentiels. Pour la circonstance, elle était accompagnée de son collègue en charge des réformes politiques, Tchemoro Konati. La dissolution des partis politiques, une mesure accompagnée de pédagogie, une méthodologie adoptée par le gouvernement pour expliquer les motivations qui sous-tendent ce décret présidentiel. Pour cette rencontre d'information, la voix du gouvernement est portée par le ministre en charge de l'Emploi, accompagné de son collègue chargé des réformes politiques. Ils ont pour interlocuteurs les représentants des organisations fêtières et des structures relevantes du département en charge de l'emploi. Refonder les bases d'une vie politique responsable, lutter contre le nomadisme politique et le clientélisme, mettre un terme au financement public automatique, souvent inégalement réparti. Toutefois, la dissolution des partis politiques n'entame en rien les principes démocratiques. Elle participe de la volonté des autorités de refonder l'échiquier politique conformément aux aspirations du peuple. Le décret s'inscrit dans la dynamique des orientations stratégiques définies par le président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, en vue de créer les conditions d'un renouveau démocratique apaisé et souverain. Si on fait l'analyse par rapport à la grande tendance, nous assistons à tout sauf la chose politique. Ça, il faut le dire, parce que l'argent s'est introduit dans la politique. Il n'y a plus de conviction politique. Nous avons des électeurs, peu de militants. Par rapport à tout ce qu'ils ont exposé, que ce soit le financement
des partis politiques, que ce soit le nomadisme politique, que ce soit le clanisme. Ils ont évoqué beaucoup de choses qui font réellement que la dissolution des partis politiques est venue au bon moment et à point nommé. Cependant, certains intervenants ont exprimé des préoccupations, notamment relatives à l'élaboration d'une nouvelle charte régissant les partis politiques, au maintien des hommes politiques à leurs postes respectifs et au paiement de 100 millions de francs CFA pour la création d'un parti. Des préoccupations auxquelles les ministres ont apporté des éclaircissements. Demain, jeudi 22 mars, c'est la journée internationale de la biodiversité, les changements climatiques, la déforestation, l'occupation illégale des aires protégées et la pollution sont entre autres facteurs qui contribuent à dégrader la nature. Le thème de cette année est harmonie avec la nature et développement durable. Et à l'occasion de cette journée, le ministre de l'Agriculture, qui assure l'intérim de son collègue de l'Environnement, a fait une déclaration. Le reportage de Mamadou Fani. Profondément préoccupés par l'appauvrissement de la diversité biologique dans le monde, les Nations Unies ont décidé de proclamer le 22 mai de chaque année la Journée internationale de la biodiversité, occasion pour la communauté internationale de réexaminer sa relation avec le monde naturel. Le thème de cette année est harmonie avec la nature et développement durable. Cette journée est un rappel solennel de l'importance de la biodiversité pour la survie de notre planète et le bien-être de nos populations. Elle est aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement à protéger les ressources naturelles que le bon Dieu nous a confiées. Au Mali, le renforcement de l'arsenal juridique par les autorités vise à offrir aux services compétents les moyens de préserver la biodiversité. Grâce au leadership éclairé de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, notre pays a renforcé son arsenal juridique par l'adoption de l'ordonnance 2025-017 PTREB du 1er avril 2025, modifiant la loi sur le domaine forestier national. Cette ordonnance donne désormais aux services compétents des pouvoirs accrus pour lutter contre la déforestation, l'orpaillage illégal et toutes les formes de destruction de notre patrimoine naturel. La biodiversité est notre richesse qui régule le climat, fertilise nos sols, protège nos cours d'eau et soutient l'agriculture, la santé et l'économie, a dit le ministre Kelema. Il faut donc agir vite pour inverser la tendance et faire de la biodiversité une priorité nationale. L'aéroport du Mali a tenu la 71e session ordinaire de son conseil d'administration. Cette rencontre a été principalement consacrée à l'analyse du rapport du commissaire aux comptes portant sur l'exercice 2024. Seydou Traoré, Sambou Diakité pour d'autres détails. L'aéroport du Mali, dans sa mission de gestion des aérodromes, d'exploitation et de développement des installations, maintient la dynamique malgré un contexte économique marqué par des perspectives de croissance incertaines. Cependant, conformément aux orientations du ministère en charge des transports, le trafic enregistré au cours de l'exercice 2024, aussi bien à l'aéroport international président Moribo Keïta Sénou, ainsi que dans les autres aéroports de l'intérieur du pays, les chiffres sont à la baisse. Les mouvements d'avions et le nombre de passagers en 2024 n'ont pas atteint le niveau annuel de l'année 2023 et ont même enregistré des baisses respectivement de 16,92% et de 6,56% en ce qui concerne Bamako, 33% et 2,59% en ce qui concerne les aéroports de l'intérieur. Le projet d'état financier de synthèse individuelle qui vous sera soumis à l'examen, Messieurs les administrateurs, fait ressortir les grandes masses suivantes. Total bilan 18 146 507 303 francs CFA. Capitaux propres, y compris les résultats de l'exercice 12 826 921 930 francs CFA. Et résultats d'exploitation 1 237 012 276 francs CFA. Le résultat net de l'exercice est de 801 753 587 francs CFA. Ainsi, on peut noter une baisse de 374 880 731 francs CFA entre les résultats de l'exploitation des exercices 2023
et 2024. Grâce aux efforts conjugués de ces équipes, la direction générale de l'aéroport du Mali se réjouit d'avoir atteint les objectifs fixés par le conseil d'administration pour l'exercice 2024. Il s'agit de produits d'exploitation réalisés à hauteur de 95%, charges d'exploitation réalisées à hauteur de 97%, et les investissements réalisés à hauteur de 89%. Cette 71e session du conseil d'administration centrée sur l'analyse du rapport des comptes intervient au moment où les travaux du nouveau siège de la structure située dans la zone aéroportuaire arrivent à leur phase finale. Hier mardi, dans la soirée, le 5e et dernier convoi de pèlerins de la filière gouvernementale a quitté la maison du Hadj en direction de la Mecque. Au départ, une ambiance chargée d'émotions régnait sur place. La direction générale était fortement mobilisée pour que tout se déroule sans incident afin que ses futurs El Hadj et Hadja, 290 passagers au total pour ce convoi, puissent accéder à la Terre Sainte dans les meilleures conditions. C'est ce que nous dit Mohamed Sangari, qui était envoyé par le RTM. Les derniers pèlerins de la filière gouvernementale sont désormais prêts à rejoindre leurs compatriotes pour l'accomplissement du pèlerinage. Rassemblés à la maison du Hadj, ils s'apprêtent à remplir les formalités administratives avant leur départ. Actuellement, je suis tellement content, très content d'ailleurs. D'abord de voir les lieux saints de l'islam et ensuite j'ai prié pour tout le monde. Souhaiter une longue et heureuse vie à tout le monde et demander que vraiment la paix revienne au Mali comme auparavant. Je vais aller pour vraiment prier sur mon prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Donc je suis très contente de partir. Le responsable de la maison du Hadj confirme que tout est fin prêt pour que ce dernier convoi arrive à bon port. On a eu quand même le temps de faire la formation pour l'ensemble de nos pèlerins pour le départ à Médine. Tout est fin prêt parce que l'avion est déjà stationné et c'est un vol direct charter qui va amener les pèlerins directement à Médine en 6 heures de temps. Il a également souligné qu'après leur arrivée à Médine, ils poursuivront leur pèlerinage vers la Mecque conformément au calendrier établi. Et se rendre sur les lieux saints de l'islam pour faire le pèlerinage, c'est un acte de foi et c'est être encore plus proche du Tout-Puissant, affirment certains. Pour beaucoup d'autres, on peut créer ce même environnement dans nos pays. Le Mali, par exemple, peut s'en inspirer pour aménager nos villes et lieux saints dans le but de créer des pôles touristiques religieux. Nos pèlerins s'expriment au micro de Toumani Diabaté, Amal Andouré et Suleiman Keza Sidibé sur la question. Ce sont nos envoyés spéciaux. Visiter la première mosquée construite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut qualifier la première mosquée de l'islam. Et en la visitant, nous nous sommes rendus compte que notre religion, la religion musulmane, c'est une grande religion. Et là, nous avons rencontré toutes les nationalités du monde. Tout le monde était là pour prier, non seulement pour nous-mêmes les pèlerins, mais nous avons également prié pour le pays, pour que la paix revienne dans notre pays. Ceci est une satisfaction morale. On a le sentiment d'être dans une situation d'élévation divine. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ce dont nous rêvons. Donc ceci dit, que l'on vienne ici et qu'on rencontre des lieux aussi emblématiques, n'est-ce pas, que des mosquées ou des jardins antiques qui ont été travaillés par le prophète et ses disciples, honnêtement, c'est une satisfaction morale. Ce qui motive un musulman à venir faire le pèlerinage, c'est le renouvellement de foi, la purification et puis le respect des différents rites qu'il veut. Et puis en fait, c'est une manière aussi de découvrir aussi les dimensions de l'islam.
Autre grand titre de ce journal, Bla a désormais son marché moderne, réalisé à environ 800 millions de francs CFA. L'infrastructure est le fruit du partenariat entre le Mali et l'Allemagne à travers la KfW et la mairie de Bla dans le cadre du projet PACT phase 4, mis en œuvre par l'ANICT. Le gouverneur de la région de Ségou, au nom du Premier ministre, a procédé à l'inauguration en présence des partenaires au développement, les autorités locales et surtout les populations de Bla sorties massivement pour la circonstance. Les détails de la cérémonie avec l'équipe de notre station régionale conduite par Ramata Konati. La commune rurale de Bla a désormais son marché moderne. L'infrastructure SIS à Borola est bâtie sur une superficie de 3 hectares. Ce marché comprend entre autres un bâtiment pour volailles, un bloc de 8 boxes de boucherie et de poissonnerie, une chambre froide, un château d'eau, des magasins de 29 unités, des hangars pour 945 places, des parkings. Le marché moderne de Bla bénéficiera à environ 1031 commerçants, dont 45% de femmes, et leur offrira de bonnes conditions d'hygiène, d'espaces lumineux et sécurisés pour permettre une activité commerciale plus intense, même en cas d'intempéries. Ce joyau est un investissement d'un coût total de 709 millions de francs CFA, avec un appui de la coopération allemande à hauteur de 688 millions et une contribution de la commune rurale de 21 millions de francs CFA. Toutes choses qui témoignent de l'excellence des relations entre le Mali et l'Allemagne pour renforcer surtout la décentralisation et booster l'économie locale. Nous saluons très sincèrement le partenaire pour ce nouveau visage à notre marché. Fini les inondations au marché des Bla et leurs risques. Nous sommes très heureuses de ce nouveau marché, doté des passages d'évacuation des eaux et plusieurs hangars bien faits. Commerçants, producteurs, consommateurs, jeunes et femmes trouveront leur compte dans cet espace économique. La réalisation de cette importante infrastructure ouvre une voie toute faite à la vocation agro-silvo-pastorale du cercle de Bla. Des attestations et autres cadeaux sont remis à l'ANICT, la KfW et au président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, en guise de reconnaissance des efforts consentis pour le développement de Bla. Auparavant, le gouverneur et sa délégation avaient rendu une visite de courtoisie aux légitimités pour respecter la tradition et renouveler la confiance des autorités à la population de Bla en vue de renforcer l'entente et l'union pour le Mali. Et on va se rendre à Koutiala où le gouvernement vient de doter les préfets et sous-préfets des nouvelles circonscriptions de matériel de résidence. Le gouverneur a procédé à la remise officielle de ce don. Le général de division Abdoulaye Sissé a ensuite remis du riz aux victimes des inondations de l'an passé. Brahima Kone. Dans un premier temps, le gouverneur a procédé à la remise officielle des équipements aux préfets et aux sous-préfets des nouvelles circonscriptions de la région de Koutiala. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Et nous remercions les plus hautes autorités du Mali. Alors nous promettons aussi aux plus hautes autorités que nous en ferons bon usage de ces matériels et cela permettra aussi d'améliorer nos conditions de vie et de travail. Ces matériels et équipements viennent à point nommé, compte tenu de l'existence de moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement de nouveaux cercles et arrondissements. Belle initiative au profit des représentants de l'État des nouvelles circonscriptions administratives. Le second temps fort de la cérémonie est la remise d'un lot de vivres aux communes sinistrées. Un don du conseil régional de Sikasso qui devra permettre d'aider les populations bénéficiaires. Nous ne pouvons que remercier les donateurs. C'est suite à une catastrophe que nous nous retrouvons ici et vraiment nous sommes infiniment ravis de nous voir assistés par les plus hautes autorités. Face à l'aggravation des effets du changement climatique, il est urgent au sein de nos communautés de se mettre en synergie afin de renforcer davantage la résilience
de la communauté. La remise des vivres aux communes sinistrées et celle des matériels de résidence aux représentants de l'État sont perçues comme des actions de développement social. Transformation digitale et industrialisation inclusive, le pari de l'Afrique, c'est le thème retenu cette année pour la 5e édition des Mali Digital Awards. Elle se tiendra à Bamako du 29 au 31 mai 2025. L'objectif affiché est de faire des Mali Digital Awards un véritable accélérateur de talents, de projets et de partenariats pour une Afrique résolument tournée vers l'avenir. Adam Maïga pour le commentaire. La 5e édition de l'événementiel Mali Digital Awards se tient du 29 au 31 mai 2025 ici à Bamako. Une édition qui met en compétition de nombreuses start-up. Cette compétition devra contribuer à faire de l'industrie du numérique un véritable facteur de développement. Il s'agit d'un espace de détection des talents capable de relever des défis. L'édition 2025 s'inscrit dans une vision claire, c'est-à-dire positionner le numérique comme un catalyseur d'une industrialisation inclusive et durable. Cette année, l'accent sera mis sur les synergies possibles entre les technologies digitales et les tissus industriels. Cette édition est placée sous le thème Transformation digitale et industrialisation inclusive, le pari de l'Afrique. Nous avons enrichi les catégories, affiné les critères et imaginer de nouvelles opportunités pour mettre en valeur l'excellence numérique. Nous sommes profondément optimistes quant à l'avenir du numérique au Mali. Quand nous parlons des Mali Digital Awards, nous ne parlons pas simplement d'un concours. Nous parlons d'un dispositif national de valorisation des solutions numériques conçu par des Maliens, pour des Maliens et plus largement pour l'Afrique. Nous parlons d'un espace de repérage, de talent, de détection d'innovations concrètes et de connexion avec les dynamiques économiques. Rendez-vous est donc donné à Bamako pour 3 jours d'échanges, de réflexions et de célébration des talents africains du numérique. Au programme, des panels, des sessions de formation. Et c'est du 29 au 31 mai. Dans les kiosques, 2 livres collectifs écrits par Alusini Diawara, professeur de droit, et Abdoulaye Gimbawan, avocat, Mahmoudou Kassogué et Kassoum Kone, tous 2 magistrats. Le premier, Investigation criminelle, la méthodologie criminalistique d'investigation appliquée à la corruption, lève le voile sur divers aspects de la corruption. Les 270 pages du livre permettent de mieux cerner les répercussions socio-économiques, politiques et juridiques du phénomène de la corruption. Le second, Investigation criminelle, étude et enquête des stupéfiants et substances psychotropes, drogue, permet de mesurer l'ampleur de la menace liée à la drogue de manière plus significative et réaliste. Le livre offre l'opportunité aux lecteurs de prendre connaissance des formes et méthodes de lutte contre la toxicomanie. Un peu de sport avant de nous quitter. L'équipe nationale des moins de 23 ans du Mali participera du 3 au 15 juin prochain au tournoi Maurice Révélo à Toulon, en France. La compétition regroupera les équipes nationales de la catégorie de différents pays européens, américains et africains. Le sélectionneur national des U23, Fousseini Diawara, nous dévoile la liste des 23 joueurs sélectionnés pour le tournoi. Il est interrogé par Koji Sibi. Il y a 3 gardiens. Alors, on a Oumar Khalifa Pona, qui évolue à Angesco, en France. Émile Doucouré, qui évolue à Berscott, en Belgique. Maya Medo, qui évolue à Rouen, en France. 8 défenseurs. Fousseini Doumbia, de l'Eintracht Francfort, en Allemagne. Ibrahim Baden Diarra, du Sporting Lisbonne, au Portugal. Souleymane Sagnan, du RC Lens. Issaka Soukouna, du Stade Rennais. Eden Gassama, de l'En Avant Guingamp. Sega Sanogo, de l'Estac de Troyes. Et Cheikh Doumbia, de Rodez. On va passer au milieu de terrain. On a Ibrahim Diarra, du FC Barcelone.
Sekou Koné de Manchester United, Amidou Makalou du Stade Brestois, Ange Martial Tia du Stade de Reims et Ousmane Thiro du Rapide de Vienne. On passe aux attaquants qui sont au nombre de 7. On a Mahmoud Bari de Villarreal, Ibrahim Kanaté du RC Anderlecht, Wilson Samaké du Stade Rennais, Mamadou Doumbia du FC Watford, Gaussou Diakité du FC Liefering, Abdoulaye Niakate du SM Caen, et pour finir avec Aboubacar Sidibé du FC Sochaux Montbéliard. Quels sont les critères qui ont prévalu à ce choix? Alors c'est très simple, on a essayé de former un groupe sur la base des joueurs qui étaient déjà en sélection U20. Je peux vous citer les noms comme Ibrahim Diarra, que vous connaissez bien, qui est au FC Barcelone, comme Amidou Makalou, Sekou Koné, qui est à Manchester aujourd'hui, et Mahmoud Bari, qui était, ce nombre de joueurs était avec Soumaïla Koulibaly en sélection U17, sélection U20. Donc ça a été, j'ai envie de dire, mes hommes de base. Et autour, j'ai voulu tout simplement ajouter des joueurs binationaux qui évoluent dans les différents championnats européens. Donc avec l'aide du team manager Sambasso, on a un petit peu prospecté, on a identifié des joueurs et ensuite on leur a proposé le projet qu'on a envie de mettre en place, à savoir une équipe espoir qui va avoir des échéances dont celle qui arrive très vite, qui est le tournoi Maurice Rebello, mais on compte avoir d'autres échéances et faire vivre cette équipe espoir. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce télémort. C'était un appel vidéo. Notez que les moins de 23 ans du Mali vont évoluer dans le groupe A en compagnie de la France, de l'Arabie Saoudite et de Panama. Première sortie donc du Mali le 3 juin contre Panama. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée et grand merci à nos téléspectateurs du Bla, de Markala et de Konobougou. Bonsoir à tous.